Samedi 28 octobre se tient une grande marche pour exiger l'abandon du tronçon ouest de la ligne 18 et du tronçon nord de la ligne 17 du Grand Paris Express, à l'appel du collectif contre la ligne 18 et du collectif pour le triangle de Gonesse. Cette manifestation revendique une autre politique d'aménagement du territoire en Île-de-France. On en parle tout de suite avec notre invitée Fabienne Merola du collectif contre la ligne 18 en défense du plateau de Saclay en Essonne. Bonjour Fabienne Merola. Bonjour. Alors votre marche, elle part de Saint-Quentin-en-Yvelines à 10h, direction Saclay, car vous refusez la construction de cette ligne 18. Quel est le problème ? Pour comprendre le problème de la ligne 18, il faut revenir un tout petit peu en arrière et se rappeler que sur le plateau de Saclay, on a créé il y a une dizaine d'années un campus, un grand nouveau campus universitaire sur lequel on a concentré, on a entassé même des grandes écoles, des centres de recherche publics, des centres de R&D. Voilà, c'est le campus Paris-Saclay. On a à cette occasion déjà bétonné 400 hectares de terres agricoles du plateau. Il faut savoir que ce sont des terres extrêmement fertiles, de même nature que celle de Gonesse au nord de Paris. Là, on parle du sud de Paris, mais le problème est très similaire. Ce sont des terres qu'on peut cultiver sans arrosage et qui ont des rendements de production extrêmement élevés. On a aussi créé, en faisant ce campus, un énorme problème de transport, puisqu'on a amené sur un plateau très difficile d'accès plusieurs dizaines de milliers d'usagers et d'étudiants. Et pour résoudre ce problème aujourd'hui, on propose donc une extension du réseau du Grand Paris Express, qui est la ligne 18, qui s'étend en grande couronne et qui est censée donc désenclaver le plateau de Saclay. Sauf qu'en fait, ce métro n'a pas du tout été conçu en fonction des besoins de trajet domicile-travail des usagers de ce campus, mais pour relier des pôles d'activité, Orly, Versailles, Massy. Et le résultat, c'est qu'il ne répond pas du tout aux besoins des usagers et qu'on sait déjà qu'il sera sous-fréquenté. Donc c'est une solution qui est surdimensionnée, inadaptée, qui n'a pas le bon tracé, qui va coûter très cher, 5 pourtant, milliards d'euros. La ligne 18 est déclarée d'utilité publique. Oui, bien sûr. Non, ça, alors là, il faudrait revenir sur la façon dont on décrète les utilités publiques, comme d'ailleurs l'intérêt national, puisque Paris-Saclay est aussi une opération d'intérêt national. Qui en a discuté et qui a prouvé cet intérêt ? Ça, voilà. En général, c'est décrété un peu sur la base d'automatisme intellectuel, du type, à partir du moment où c'est gros et c'est cher, c'est utile. Dans ce cas précis, c'est absolument pas une bonne réponse au problème de transport. Dans ce cas, ça pose aussi une question un peu démocratique. Si vous me dites que c'est dans une zone peu densément peuplée et que finalement ça s'est fait de façon automatique, la déclaration d'utilité publique. En dépit de toutes les critiques, y compris de services de l'État, d'experts, etc. Mais c'est quand même paradoxal, parce que là, vous vous opposez à une ligne de métro. On a quand même besoin de développer des transports en commun en Île-de-France. Vous vous opposez à 2 nouvelles lignes, je rappelle, la ligne 17 pour le plateau de Gonesse, et dans le sud, vous en Essonne, la ligne 18. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal ? Encore une fois, il faut que ces transports en commun soient utiles et soient adaptés, disons, à la fréquentation qui est attendue. On sait très bien que ces métros, en fait, vont transporter à peine 2 ou 3 000 passagers par heure à l'heure de pointe, alors que ce sont des métros qui sont capables de transporter entre 20 et 40 000 passagers par heure. Donc, ce n'est pas du tout une solution adaptée aux besoins. En plus, ce sont des métros de transit rapide, c'est-à-dire qu'ils vont relier des pôles distants, en général des pôles d'activité, alors qu'on sait que l'essentiel du trafic dans les transports en commun, c'est les trajets domicile-travail. Donc, ce n'est pas des bassins de vie là, qui seront desservis ? Non, pas du tout. Et donc, le résultat, c'est que les usagers du plateau, qui, eux, en général, font des trajets nord-sud et non pas est-ouest comme la ligne 18, vont prendre leur voiture, ils vont continuer de prendre leur voiture pour aller travailler, parce qu'il n'y a pas de solution. Donc, pas besoin de développer des transports en commun dans cette zone ? Ah si, bien sûr, mais pas ceux-là. Et ça fait des années que les associations réclament, par exemple, un téléphérique qui permettrait aux gens d'arriver depuis la vallée de l'Yvette, qui est urbanisée, jusque sur le plateau. Alors, la vallée de l'Yvette... Alors, la vallée de l'Yvette, Orsay, c'est juste en dessous du plateau de Saclay. C'est par là que passe le RER B, qui fonctionne très mal, comme tout le monde le sait. Et les gens pourraient très bien arriver sur le plateau de Saclay en utilisant ce téléphérique au départ, par exemple, de la ville d'Orsay. Et par exemple, entre Massy et Versailles-Saint-Quentin ? Entre Massy et Versailles-Saint-Quentin, on a quelque chose qui s'appelle le RERC, dont il était question de le rénover en tram-train. Et ce projet a justement été abandonné pour ne pas faire d'ombre à la ligne 18, qui, elle, relie Massy à Versailles en faisant une grande boucle par le plateau de Saclay. Donc là, il y aura une alternative que vous soutenez ? Tout à fait, et qui a été officiellement pour l'instant abandonnée, mais ça serait très intéressant de le remettre sur le... Alors, au-delà de la question du transport, qui est un enjeu essentiel en Île-de-France, il y a quand même la question aussi de l'agriculture, de l'alimentation, parce que là, ce qu'on voit, c'est des terres agricoles qui risquent d'être artificialisées. Il y a un enjeu, c'est l'indépendance alimentaire de la région Île-de-France.
Parce que, faut le dire, les gens ne le savent peut-être pas, mais l'Île-de-France, ici, on a des terres très fertiles, peut-être parmi les plus fertiles d'Europe, mais ce sont des terres fertiles qui sont malheureusement soumises à la pression foncière. Complètement, ce sont des terres exceptionnelles. Certains disent même les meilleures terres du monde. Ah oui. Voilà. En tout cas, au moins aussi bonnes que les terres d'Ukraine dont on parle tant en ce moment. C'est bien grâce à ces terres que en fait, l'Île-de-France s'est développée, que Paris est devenue une capitale importante. Et petit à petit, Paris mange effectivement son garde-manger. Voilà, il le détruit. Et maintenant, on arrive, avec les lignes 17 et 18, en fait, à des tentatives d'extension du modèle urbain central à des régions qui sont complètement agricoles. Voilà, c'est une perte qui risque d'être irrémédiable pour l'autonomie alimentaire des Franciliens. Le plateau de Saclay, par exemple, pourrait permettre de nourrir en culture maraîchère 400 000 habitants. Voilà. Il en reste actuellement 2300 hectares et à travers ces 2300 hectares, on prétend faire circuler un métro qui va être vecteur d'urbanisation irrépressible. C'est la même problématique qu'avec les terres de Gonesse. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sanctuariser les terres agricoles? Oui, absolument. Et d'ailleurs, le principe est maintenant inscrit dans la loi. Il s'agit d'arriver au principe de zéro artificialisation nette. Parce que les terres, en fait, n'ont pas seulement un rôle nourricier, qui est très important et qui le sera de plus en plus avec la crise climatique, la chute des rendements agricoles. Elles ont aussi un rôle remplissent plein de services écosystémiques, que ce soit des régulations hydriques, thermiques par exemple, autour d'une agglomération comme Paris, l'existence d'espaces naturels et d'espaces cultivés va permettre de réduire les pics de température dans les zones urbaines. C'est aussi des puits de carbone. Un sol naturel, c'est quelque chose qui capte le carbone. Plus on artificialise et plus on détruit ces puits de carbone. Donc, les spécialistes du climat sont formels. Il faut arrêter de bétonner. Le sujet, en fait, c'est l'aménagement du territoire. On ne va pas se le cacher. C'est ça le sujet en Île-de-France. Oui. Les agriculteurs locaux, ils participent à cette lutte. Que vous disent-ils? Alors, les agriculteurs du plateau de Saclay sont en général des céréaliers, ce sont nos grosses exploitations. Il y a 16 fermes sur les 2300 hectares. C'est quand même une industrie agricole. Alors, ça dépend. Sur le plateau de Saclay, il y a eu un gros effort de transition avec actuellement jusqu'à 20% de surfaces qui sont cultivées en agriculture biologique. C'est vrai que les débouchés restent encore pour beaucoup l'exportation. Mais je pense que ce qui est important, c'est justement d'encourager une reconversion de ces exploitations. Et de nourrir les Franciliens. Et aussi de rassurer les agriculteurs, parce que cette pression foncière permanente, cette pression spéculative sur leurs terres fait que finalement, ils ne sont pas incités à investir ou à s'investir dans l'avenir, parce que du jour au lendemain, ils peuvent être expropriés. C'est ça qui s'est passé sur le plateau de Saclay. Certaines exploitations ont perdu des centaines d'hectares. On le disait à l'instant, le sujet, c'est l'aménagement du territoire. Vous, justement, à ce sujet, vous demandez la révision de la loi Grand Paris. Pourquoi? Qu'est-ce qui pose problème dans Grand Paris? Alors, la loi Grand Paris a été votée en 2010, donc il y a 12 ans. À l'époque, les enjeux n'étaient pas les mêmes. On n'avait pas fait la prise de conscience qu'on a maintenant des difficultés qui viennent. Et en plus, cette loi a mis en place une machine infernale. C'est-à-dire qu'elle a créé des établissements parapublics qui n'ont pour seule mission que de réaliser ce réseau de métro et les programmes immobiliers qui vont avec. Et en fait, ces établissements n'ont de compte à rendre à personne. Ils se financent sur les marchés financiers, avec des emprunts, avec la garantie de l'État, et ils réalisent leur mission. Donc tant qu'on ne remettra pas en question la mission de ces établissements, eh bien, la machine va continuer d'avancer. Donc c'est devenu réellement une question politique. Il faut que la représentation nationale, par exemple, se réempare de ces questions, se penche sur ces établissements, que ce soit la Société du Grand Paris, les établissements publics d'aménagement, Grand Paris Aménagement. Tous ces établissements doivent être réexaminés et on doit vraiment s'interroger, est-ce qu'ils fonctionnent au service de l'intérêt général ou au service de certains intérêts du BTP et des spéculateurs? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu dans une situation où on est incapable de revenir sur des décisions prises il y a 10 ans. Complètement. Ou il y a 12 ans. Complètement. Cette loi du Grand Paris, par exemple, s'impose à la révision du schéma directeur régional d'Île-de-France qui est en cours. C'est-à-dire que ce schéma directeur, en principe, devrait être compatible avec la loi du Grand Paris. Et cette loi du Grand Paris, par exemple, inscrit la construction de 70 000 logements par an dans les années à venir jusqu'à 2030. Et ça, les calculs montrent que c'est complètement surdimensionné par rapport à la démographie en Île-de-France. Donc c'est quelque chose qui va de toute façon créer une énorme bulle immobilière
qui n'est pas du tout en relation avec la situation, l'évolution de la démographie. La population en Île-de-France, contrairement à ce que tout le monde croit, a cessé d'augmenter. Elle stagne, et ça, c'est pas un hasard. Les Franciliens mènent une vie qui est extrêmement difficile. Ils passent leur vie dans les transports, le logement est cher. Voilà. Ils ne sont en Île-de-France que pour trouver leur emploi, parce qu'on concentre beaucoup trop les emplois en Île-de-France. Donc il faut arrêter cette logique infernale, en fait. Oui, donc quand on parlait d'aménagement du territoire, c'est pas seulement en Île-de-France, en fait, c'est aussi rompre peut-être avec des schémas et aménager le territoire à l'échelle nationale pour décentraliser peut-être les centres urbains. Ce qu'il faut remettre en question, c'est une notion qui est très chère aux aménageurs, qui s'appelle la métropolisation. Chaque fois que vous parlez métropole, en fait, vous parlez de concentration des richesses, des emplois dans des centres urbains, et c'est un processus de prédation de tout ce qu'il y a autour. Alors, au-delà de Saclay et de Gonesse, le sujet, c'est aussi les grands projets inutiles et polluants. On le voit, on parle des lignes 17, 18, mais ça peut être aussi d'autres choses. En plus, là, on parle du Grand Paris, mais avec les Jeux Olympiques, les choses s'accélèrent. Ce n'est pas le cas forcément pour Saclay, mais on le voit dans un certain nombre d'autres luttes qui sont proches des vôtres. Le sujet, c'est les grands projets inutiles. Tout à fait, et c'est d'une façon générale le Grand Paris, qui a donc d'une part ces projets d'extension à Gonesse et à Saclay sur des terres de grande couronne, sur des terres agricoles, mais également qui a ouvert une quantité infinie de chantiers énormes dans toute la région parisienne, qui chassent les habitants avec une brutalité extrême, qui polluent. Les chantiers du Grand Paris génèrent plus de 40 millions de tonnes de déchets qui sont ensuite déversés partout. Ça va aussi créer une gentrification, c'est-à-dire que ces projets de rénovation en fait ne créent pas des logements accessibles aux populations modestes, mais ce sont des programmes immobiliers lucratifs. Et là, très certainement, on va avoir affaire d'ici quelques temps, je l'ai déjà dit, à une bulle immobilière, parce qu'il n'y aura pas la clientèle pour acheter ces logements. Oui, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il y a les mêmes logiques entre Gonesse et Saclay, mais sont justement ces mêmes logiques qu'on retrouve vous parliez aussi du campus Paris-Saclay, parce qu'il y a aussi une lutte dans ce campus, les jardins ouvriers d'Aubervilliers, les destructions causées, donc je le disais à l'instant, par les travaux des Jeux Olympiques. Oui. On pense au parc, par exemple, de la Courneuve, qui a aussi subi une amputation. Ce sont des projets de société qui s'opposent également, le monde du Grand Paris face à un monde, à une écologie qui prône une agriculture locale en circuit court. Je pense que c'est une idéologie néolibérale du toujours plus grand, de la croissance, de l'attractivité, de la compétitivité. Enfin, tous ces mots magiques qui, à une certaine époque, suffisaient à déclencher justement l'idée d'intérêt public et d'intérêt général, et sur lesquels il faut vraiment revenir. L'aménagement du futur, celui qui est compatible avec la crise climatique, c'est la création de bassins de vie autonomes dans lesquels on peut à la fois habiter, travailler, trouver sa nourriture, des activités de services de proximité, des commerces. Surtout que ces projets... donc cesser de spécialiser outrageusement les territoires et de concentrer soit les emplois, soit les logements dans des endroits qui sont disjoints. Ça, c'est vraiment le pire qu'on puisse faire. Surtout que ces projets, ils ne sont pas que inutiles, ils sont aussi extrêmement coûteux. Ils coûtent, par exemple, celui de la ligne de 18, 4,5 milliards d'euros. Si on rajoute à cela la ligne 17, on monte à 9 milliards d'euros. En fait, j'ai dit millions, mais milliards. C'est de l'argent qu'on n'utilise pas pour les politiques publiques qui pourraient être à destination du climat ou de l'écologie. Ce sont des sommes qui manqueraient cruellement pour rénover les transports du quotidien en Île-de-France, RER B, C et D, qui actuellement sont dans un état lamentable. Et les Franciliens vont continuer de galérer dans ces transports puisque ces rénovations ont encore une fois récemment été repoussées. Il faut vraiment réaffecter les moyens aux vrais besoins des habitants et pas à des projets pharaoniques conçus sur la base d'une idéologie qui est complètement périmée. Surtout qu'on a là plus de 10 ans de travaux, c'est ça Normalement, tout ça doit être fini vers 2030, je pense. Je vous remercie, Fabienne Merola. Je vous rappelle, vous marchez samedi, départ 10h, c'est ça, de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous allez jusqu'à Saclay. Oui, on passe par la ferme de Villaroy, au bord du plateau de Saclay. Et ensuite, on va marcher effectivement jusqu'à l'arrivée du chantier de la ligne 18 pour poser symboliquement un terme à cette ligne en disant « Terminus Saclay ». On s'arrête là.
Merci d'être venu aux médias pour expliquer votre action. Quant à moi, je vous rappelle que le média ne vit que grâce à vos dons et à vos abonnements pour pouvoir pérenniser notre antenne 24/7 tout en assurant notre indépendance. Il nous faut absolument atteindre les 12 500 abonnés d'ici octobre. Je compte sur vous. Vous retrouvez ma collègue Nadia Lazouni pour Toujours Debout à 18h30. Restez connectés aux médias. À tout à l'heure.